Défi 2022, une émission en partenariat avec la revue L'Hémicycle et l'Institut Cantar, un sondage exclusif. Et ce mois-ci, nous parlerons de l'éducation, les Français et l'école. Faut-il transformer les programmes? Faut-il modifier le statut des professeurs? Nous en parlerons avec vous. Vous avez la parole dans Défi 2022. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Défi 2022 pour parler ce mois-ci d'éducation et plus largement de notre modèle éducatif malade. On va le découvrir dans quelques instants. L'éducation, c'est un thème évidemment qui est cher au cœur des Français. C'est un sujet de campagne présidentielle. Émission, vous le savez, en partenariat avec l'agence EPOCA, la revue L'Hémicycle, dont vous allez tout de suite découvrir la une de cette revue L'Hémicycle, tout en couleur. On va la voir dans quelques instants. Et puis, en partenariat évidemment avec l'Institut Cantar qui a chaque mois un sondage exclusif à nous dévoiler. Et je salue Laure Salvin. Bonjour Laure. Bonjour. Comment allez-vous? Directrice générale Cantar Public France, et un sondage, vous allez nous en parler dans quelques instants, qui donne quand même une photographie assez sombre de notre modèle éducatif et du regard que portent les Français, tant sur le modèle que sur les professeurs et la manière dont est organisée l'éducation nationale. On va en parler évidemment avec mes invités, et vous le savez, à la fin de l'émission, il y aura un éditorialiste, Gilbert Azoulay, directeur du site Newstank, une agence de presse spécialisée sur les sujets d'éducation et de recherche, et il est par ailleurs le rédacteur en chef du supplément parisien étudiant. Il nous rejoindra à la fin de l'émission pour aiguillonner, poser des questions à nos invités. Puis vous aurez bien sûr, vous, la parole sur Internet, et vous qui êtes devant moi dans la salle pour interroger en direct nos invités. Mes invités sont là. Najat Vallaud-Belkacem, ravi de vous accueillir sur le plateau de Défi 2022, ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017. On parlera avec vous de l'école, et l'école c'est vaste, ça démarre de l'école maternelle et ça va jusqu'à l'université, aux grandes écoles. Aujourd'hui directrice de l'ONG ONE, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans les pays pauvres, en Afrique notamment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Robin Soubeyran, merci d'être là, directeur général de Centrale Supélec, école d'ingénieurs. Absolument. Voilà, qui forme l'élite. Qui essaye de former des bons ingénieurs. Des bons ingénieurs. On manque d'ingénieurs. Absolument. C'est ce qu'on dit. Hein. Les entreprises cherchent des ingénieurs et ils n'en trouvent pas. Et Frédéric Fauchère est avec nous. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur de la division B2B et mobilité chez Samsung. On parlera avec vous évidemment des technologies, de la manière dont on peut accompagner les enfants, dès leur plus jeune âge peut-être d'ailleurs, sur les nouvelles technologies. On parle du codage, qui est une forme de nouveau langage. On va en parler avec vous dans quelques instants. Mais d'abord quelques mots, Laure, parce que c'est intéressant d'avoir la photographie de ce sondage. Bon, il vient confirmer des sondages successifs sur le regard que portent les Français sur leur école et leur modèle éducatif. C'est plutôt une photographie assez sombre quand même, ce sondage. Assez sombre, oui, en effet, et puis assez sévère, finalement, que ce soit en termes de diagnostic, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui ont le sentiment que leur école ne fonctionne pas suffisamment bien, l'école d'une manière générale, hein, le système éducatif, et puis en termes d'évolution aussi, où ils ont le sentiment que la situation s'est dégradée par rapport à il y a quelques années. Pour autant, vous le disiez, ils y sont très attachés, et ils ont de nombreuses attentes, et on verra que dans le sondage notamment, finalement, les raisons qui expliquent aussi la situation de l'école aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes aux yeux des Français que celles qu'on entend habituellement. Première partie de notre émission, l'école, de quoi est-elle malade? Et on se retrouve juste après avec nos invités.
De quoi l'école est-elle malade? Est-ce que ce diagnostic vous convient lorsqu'on pose la question de cette manière, Najat Vallaud-Belkacem? Le sondage, on va le détailler dans quelques instants. Est-ce que vous considérez que notre école, que notre système éducatif est malade? En fait, je pense que c'est très intéressant de prendre du champ et de regarder, par exemple, la façon dont est perçu notre système scolaire de l'étranger. Parce qu'en fait, si nombreux sont les pays qui nous l'envient, au contraire, énormément, ce système scolaire. Je veux dire, il faut commencer par dire ça. On a la chance d'avoir en France une école gratuite, accessible à tous, laïque. Enfin voilà, c'est quand même dans tous les territoires de France, vous avez une école de la République, y compris les plus éloignés. Bon, mais et cette école, elle est capable, vous l'avez dit tout à l'heure en évoquant l'élite, entre guillemets, de former de très très bons élèves, de très très bons étudiants, et il faut le reconnaître. Le sujet, en fait, c'est cette partie d'élèves et d'étudiants dont on a le sentiment que les dés sont jetés dès le début de leur destin scolaire. Un déterminisme et social. Au fond, le déterminisme social va les poursuivre tout au long de leur scolarité. Donc en fait, c'est ce que relève très souvent, par exemple, l'OCDE quand elle porte des jugements sur la France. C'est dans les classements PISA, par exemple. PISA. On relève que la France est l'un des pays où le déterminisme social joue le plus à plein. Et ça, c'est la question des inégalités de réussite éducative qui non seulement ne se réparent pas tout le long de la scolarité, mais qui au contraire s'aggravent tout le long de la scolarité. C'est ça le vrai sujet. Le reste, il ne faut pas non plus faire de l'école bashing et du prof bashing. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de vous répondre oui, notre école est malade. Non, notre école s'en sort super bien pour, disons, les 2/3 des élèves, mais il y a 1/3 des élèves pour lesquels on doit se poser la question de ce qui pêche, et il y a des choses qui pêchent. Vous la regardez comment, l'école, vous qui la regardez, j'allais dire, d'une autre fenêtre, puisque vous dirigez une école d'ingénieurs, notre école, puisque ça démarre de l'école maternelle obligatoire jusqu'à l'université et jusqu'aux écoles, elle est malade ou pas, notre école? Malade, le terme est trop réducteur. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont moins bien. Vu de notre fenêtre d'école d'ingénieurs, il y a deux populations qui ont une très forte autocensure vers les études scientifiques et en particulier d'ingénieurs. C'est les filles et les élèves issus de milieux défavorisés, les élèves boursiers. Vous lancez la polémique Blanquer, là? Je ne force pas la polémique Blanquer, c'est en phase avec ce qui vient d'être dit sur les classements PISA, effectivement, qui montre que la France est l'un des pays où la relation entre performance scolaire et résultats et origine socio-professionnelle du milieu est la plus forte. Comment vous la regardez, l'école, vous, alors d'une autre fenêtre, de l'entreprise, de la tech, Samsung? Vous dites, nous, parce que ça sera aussi l'objet de nos échanges, on peut aussi apporter notre contribution, parce qu'on aura le débat de la relation entre l'école et l'entreprise. Très souvent, trop souvent ou trop longtemps, les professeurs ont pu être éloignés de cet univers par leur cursus universitaire, par leur parcours personnel. Vous dites, nous, on est grand ouvert aussi à mettre les pieds dans l'école? Non seulement on est grand ouvert, mais on y va. Et je pense que c'est essentiel d'avoir un dialogue entre l'école et les entreprises, parce qu'il y a des enjeux qui sont colossaux pour préparer les jeunes générations à leur futur et à ce qui va se passer pour eux dans l'entreprise. Et que je pense que l'école n'est pas la seule responsable de cette préparation. Et que les mieux placés quand même à un moment donné pour préparer à ces enjeux, c'est l'entreprise. Et allons-y ensemble, en parallèle, pour développer les bons programmes, les bonnes approches, pour que les jeunes générations soient préparées du mieux possible. Laure, vous avez préparé quelques éléments, alors sans faire de prof bashing, même si on évoquera évidemment la situation des profs, leur recrutement, leur formation, il y a quelques éléments quand même qui montrent, commençons par la partie malade, faisons un diagnostic. Qu'est-ce qui ressort de ce sondage qui indiquerait justement que notre modèle est malade? Alors, malade ou en tout cas en décalage peut-être aussi avec les aspirations des Français et puis la situation actuelle. On a posé une première question, vous savez, on est très friand des questions ouvertes pour que les Français s'expriment librement. Quand vous pensez au système éducatif français aujourd'hui, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Et vous voyez sur cette slide qu'effectivement il y a des choses... Un nuage de mots. Effectivement, il y a des choses qui sont des critiques, les salaires, le manque de moyens, le niveau baisse, les classes surchargées. Mais il y a aussi des choses qui sont bien. Justement, il y a même le mot bien, tout simplement. Il y a gratuit aussi, il y a apprentissage. Il y a
quand même des choses des réformes aussi. Il y a aussi des choses, il y a qualité. La taille des mots, comme les gros mots, hein, pour éviter des gros mots, c'est salaire, manque de moyens, niveau baisse, classe surchargée. C'est quand même ce qui nous saute au visage. Ouais. Et bien, qui a la même taille de... Et bien, qui est gros. Voilà, qui est gros aussi. Donc en fait, voilà, il y a effectivement des problèmes. Et ça, je crois que les Français, en tout cas dans les perceptions des Français, les Français ont le sentiment effectivement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, notamment dans, comment dirais-je, les missions qui sont accordées en tout cas qui sont confiées à l'école, et notamment selon les Français, les 3 principales missions. Pour eux, c'est fournir des connaissances essentielles, fournir un socle de connaissances essentielles. C'est la première mission pour eux. La deuxième mission, c'est l'épanouissement des élèves. Et puis enfin, la troisième mission, et ça m'a marqué, c'est donner le goût du travail et le goût de l'effort. J'étais assez étonnée parce que ce matin, on parlait... Ce qui voudrait dire que l'école ne répond pas, en tout cas, à cette vertu-là, c'est-à-dire exactement, parce que vous voyez, exactement, et vous voyez que donc ça, ce sont les 3 principales missions, et les Français sont seulement 53% à estimer que l'école assure bien un socle de connaissances essentielles, seulement 30% qu'elle favorise l'épanouissement de chaque enfant, et seulement 30% aussi qu'elle donne le goût du travail et de l'effort. Donc là, déjà, il y a un décalage entre ce qu'on souhaiterait qu'elle apporte finalement et ce qu'elle apporte réellement, et ses priorités aussi. Vous en pensez quoi, Najat Vallaud-Belkacem, sur ces 3 items, et notamment le fameux goût de l'effort, qui m'amènera à m'interroger sur la question de l'autorité, puisque ça ressort aussi dans le sondage. Le goût de l'effort, le fait d'aller à l'école pour travailler, donc pour progresser socialement, mais aussi pour respecter les règles. Ça, c'est un autre sujet qui est soulevé dans le sondage par les parents, j'imagine, qui ont répondu au sondage. Le goût de l'effort, qui voudrait dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne se battent plus, n'ont plus le goût de l'effort. D'abord, moi, je trouve cette réponse extrêmement intéressante, honnêtement, parce que, en fait, c'est pas si fréquent de voir ce type de réponse. Comprenez-moi bien, j'ai lu beaucoup d'enquêtes d'opinion sur le sujet de l'école, et généralement, ce qui apparaît dans les 3 premiers items, c'est ce qu'on appelle les connaissances essentielles, qu'on pourrait traduire par fondamentaux. On demande à l'école d'inculquer les fondamentaux. Lire, écrire, compter. Généralement, on voit apparaître, transmettre des valeurs, les valeurs de la République. Rappelez-vous, c'est des sujets dont on a beaucoup conversé ces dernières années. Moi-même, j'avais beaucoup agi sur le sujet. Et là, on voit en fait autre chose. Donc, je trouve que c'est assez... moi, ça me rend optimiste de voir ça. C'est-à-dire que, bien sûr, les connaissances essentielles, les fondamentaux, on se mettra tous d'accord sur le fait que c'est ce qu'on attend que l'école transmette à nos enfants. Mais voir si haut placé la question de l'épanouissement, c'est-à-dire du bien-être à l'école, c'est-à-dire très concrètement de la lutte contre le harcèlement scolaire, de la place de la psychologie dans l'éducation nationale, du fait de n'être pas que dans des cours magistraux, mais dans des ateliers pratiques pour donner un sens à ces apprentissages. Ça m'intéresse beaucoup. Et le 3e item, et je veux dire, moi je l'ai beaucoup porté, je suis contente de voir que ça monte si haut. Et le 3e item, qui est le goût du travail, d'abord, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nombreux Français, et ils sont nombreux à penser que ça ne donne pas suffisamment le goût du travail, en gros, considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'autorité à l'école. Ça renvoie à l'autorité. Hein. Voilà, donc là, pour le coup, c'est une critique qui est faite à l'école, qu'on entend souvent et sur laquelle je voudrais m'arrêter une seconde, si vous me permettez, parce que, en fait, cette critique de la perte d'autorité des enseignants, je pense que si on prend un peu de profondeur, là encore, il faut comprendre que c'est notre société tout entière qui traverse quelque chose, qui doit nous interroger. Mais par exemple, même en tant que parent, les policiers, mais même en tant que parent, moi je donne souvent cette image, je dis, mais moi quand j'avais l'âge de mes enfants ont 13 ans, mais même quand ils avaient 7 ans, quand j'avais l'âge de mes enfants, à table le soir avec mes parents, je veux dire, on n'avait pas le droit à la parole, soyons clairs. Et je pense que dans ma génération, beaucoup de gens ont vécu ça. Et aujourd'hui, quand on est à table, c'est à peine si mon mari et moi, on peut en placer une, parce que c'est les enfants qui parlent. On est dans une société, bien sûr, dans laquelle on n'a plus le même sens du rapport entre les générations, de l'autorité, etc. On est aussi dans une société, et donc ça se ressent chez les professeurs aussi à l'égard de leurs élèves. On est aussi dans une société dans laquelle le fameux prof bashing que j'évoquais tout à l'heure a un impact très concret sur la façon dont les élèves eux-mêmes perçoivent les enseignants. Donc vous avez de plus en plus de parents qui les contestent. D'ailleurs, dans le nuage de mots tout à l'heure, j'ai lu aussi des parents irresponsables, des parents qui n'en font pas assez, etc. Donc en fait, si vous voulez, on ne peut pas aborder la question de l'autorité ou de la soi-disant disparition de l'autorité à l'école sans comprendre qu'il y a quelque chose qui traverse toute la société, qui doit tous nous
interroger et du coup savoir comment on y répond hein, en tant que parent, en tant que média, parce que les médias ont un rôle à jouer dans les Évidemment. messages qu'ils diffusent. Et du coup, en tant qu'enseignant. C'est de la psychanalyse, alors c'est le rapport au père. Bah oui, c'est le rapport à l'autorité, parce Mais que alors, quand on est justement, professeur et qu'on ne se fait pas respecter à table à la maison, on a peut-être un peu de mal aussi en classe à pouvoir reporter une autorité, j'irais, traditionnelle, type hussard, les hussards noirs de la République. Enfin, c'est une espèce de mythe comme ça qui est véhiculé quand on parle de l'école. Et c'est vrai qu'on parlait des valeurs de la République, mais vous voyez, les Français aussi, ce qu'ils veulent voir, les valeurs qu'ils veulent voir transmettre à l'école, et on le voit dans cette question, c'est la première valeur, c'est le respect en fait. Et je pense qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été forcément cette même... Qui traverse toute la société, Laurent, c'est intéressant. Exactement. Cette Le question-là respect, est posée à la la société. deuxième valeur, la curiosité et l'ouverture d'esprit, et à nouveau la valeur travail en troisième position. C'est vrai que c'est assez majeur dans ce... Juste un mot, messieurs, parce que j'interroge les représentants que vous êtes de Samsung et de Supélec, évidemment, mais vous êtes aussi, j'imagine, des pères de famille. Enfin, comment vous regardez ces questions-là qui traversent notre société? Vous êtes aussi, j'allais dire, je mets des guillemets, bien sûr, des usagers de l'école. Vous avez des enfants qui vont à l'école. Vous avez un regard sur les professeurs qui leur enseignent des choses, bien ou mal d'ailleurs. Comment ça se passe? Moi, je trouve que d'abord, ça appelle à la question de la responsabilité. Que c'est un peu facile de demander à l'école de porter toute cette responsabilité. C'est une responsabilité partagée. Donc les fondamentaux, ils démarrent bien avant l'école dans une éducation parentale. Des apprentissages dès le plus jeune âge. Et des connaissances dès le plus jeune âge. Oui. D'accord, mais les règles de savoir-vivre, respecter autrui, donner le goût du travail à ses enfants. Pourquoi est-ce que l'école qui serait soi-disant malade devrait tout assumer? Et vous ne m'avez pas posé la question, Arnaud, mais je vous le dis, moi, en l'occurrence, je trouve que l'école n'est pas malade. C'est vrai que je ne l'ai pas posé. On lui demande beaucoup de choses et elle ne peut pas tout faire. Et en l'occurrence, le respect, ça vient également de la part des élèves vers les professeurs. C'est une notion fondamentale. Donc, voilà, c'est l'histoire de tous. Juste, on va avancer sur le sondage, mais juste d'un mot, parce que ça m'intéresse. Supélec, école d'ingénieurs, Centrale Supélec, oh là là, j'oublie Centrale. On a des étudiants aujourd'hui qui sont très forts en maths, qui ont travaillé jour et nuit pour arracher leur concours, qu'on fait maths sup, maths spé, qu'on fait plein de concours, et on découvre quand même qu'au final, les chefs d'entreprise disent, bon, j'ai des ingénieurs qui ne sont pas mauvais, il y a plein de fautes d'orthographe, il y a d'énormes problèmes dans la communication. Enfin, est-ce que vous le ressentez là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence entre les ingénieurs Centrale Supélec il y a 25 ans ou 30 ans et ceux qui sortent aujourd'hui, indépendamment de leurs compétences en mathématiques, parce qu'on imagine qu'ils sont très forts? Je n'ai pas le sentiment, peut-être qu'ils font plus de fautes d'orthographe. Honnêtement, c'est parce qu'on met en priorité. C'est un sujet quand même, hein. C'est un sujet. Hein. C'est parce qu'on met. Ce qu'on leur demande, c'est de savoir s'exprimer, savoir convaincre. Et ça fait même partie maintenant des compétences qui sont nécessaires pour la diplomation. Savoir s'exprimer et convaincre à l'écrit et à l'oral. Parce que ça nous paraît une compétence de base pour un ingénieur diplômé dans le monde actuel. Donc on leur demande des compétences qui ne sont pas que des compétences en sciences dures, en sciences de l'ingénieur. L'oral, mais sur l'orthographe, j'insiste, il y a un vrai débat dans les entreprises. Excusez-moi, chez Samsung, ça se passe bien, tout le monde les mails tombent bien, il n'y a pas de fautes, tout le monde est content. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, moi je ne recrute pas les ingénieurs plutôt télécom dans mes équipes. Vous recevez des mails? Ils sont capables d'écrire parfaitement un mail. Moi je délègue ces personnes chez des clients qui ont des problématiques extrêmement pointues. Et ces profils d'ingénieurs télécom, ils sont à même de régler des choses incroyables. Donc, je mets de côté leurs fautes d'orthographe, j'en fais moi-même probablement quelques-unes. En revanche, je ne suis, et de loin, pas capable de résoudre leurs problèmes chez les clients. Il y a le S mal accordé sur un participe passé très complexe, et puis il y a le langage qui ne va pas. Enfin, je veux dire, vous voyez bien la différence quand même. Et alors ça ne vous gêne pas? Non. Ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas? Je trouve que cette conversation est vraiment hyper intéressante. En fait, qui renvoie à la qualité de l'enseignement. Tout le temps où j'étais ministre de l'Éducation, j'ai eu droit chaque année, notamment au moment du bac, à ce débat sur est-ce que le niveau des élèves ne baisse pas, est-ce que les épreuves du bac ne sont pas plus faciles par rapport à C'est vrai, chaque année on l'a. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas comparable. Il ne faut pas comparer. Ce qu'on demande aux élèves aujourd'hui n'est pas ce qu'on demandait aux élèves des années 50. J'ai eu, comme vous sans doute, sous les yeux,
plusieurs fois des cahiers, vous savez, qui étaient tenus merveilleusement bien par des élèves de primaire des années 50, écrits avec cette espèce d'écriture mais magnifique que jamais vous et moi on arrivera à reproduire. Certes, mais ces élèves-là étaient incapables de taper à l'ordinateur, parce qu'on leur demandait pas la même chose. De la même façon, et c'est pour ça que j'insiste sur ce que vous disiez, sur on leur demande de pratiquer l'oral. Oui, on demande aux élèves d'aujourd'hui, en effet, d'être capables d'être éloquents, de faire preuve d'esprit critique, de se méfier de la désinformation, de défendre leurs idées. Dans les années 50, on ne leur demandait pas tout ça. Donc en fait, cessons de réclamer de nos enfants ce qu'on réclamait des enfants des années 50. Et souvent, si je peux me permettre, souvent le débat public sur l'éducation est tronqué par ça. C'est-à-dire que ceux qui prennent la parole, les polémistes, les observateurs qui écrivent des tribunes enflammées, etc., sont des gens qui vous parlent de l'école de leur enfance. Et qui n'ont pas vu que l'école avait changé. Presque un mythe, d'ailleurs. Et que même la société avait changé. C'est totalement mythologique, sépia. C'est très désagréable envers la réalité des professeurs d'aujourd'hui et des élèves d'aujourd'hui. Et moi, c'est à ça que je me suis souvent confrontée. Donc, je suis contente de la teneur de la conversation ici, parce que je crois qu'on est sur la même longueur. Non, mais je voulais mettre un peu les pieds dans le plat, et comme ça, on referme le débat, qui est une sorte de marronnier journalistique. Certes, intéressons-nous quand même, Laure, parce que là, il y a d'autres sujets sur l'organisation, sur la manière dont... C'est aussi un débat politique d'ailleurs qui est posé aux candidats sur comment on réinvente l'école, on décentralise, on donne plus de pouvoir aux proviseurs, aux principaux, comment on pense l'école. Là, les Français ont leur point de vue. Et ce qui est très intéressant dans le sondage, c'est que ce n'est pas uniquement en saupoudrant de milliards l'éducation nationale qu'on règle la question. Absolument. Et peut-être aussi pour donner quelques indicateurs, mais ça j'ai envie de dire, vous les avez. On peut se tutoyer, alors, si vous voulez. Hein. Non, alors je dis si vous voulez à tout le monde. Non, mais voilà, pourquoi on disait aussi au départ que l'école était malade parce qu'effectivement, les Français, quand on leur pose la question, ils nous disent la situation de l'école en France s'est dégradée à 81%. La situation de l'université aussi, il y a une majorité de Français qui considèrent qu'elle s'est dégradée. Quand on parle du niveau des élèves, justement, on a l'impression que ça s'est détérioré, que les professeurs sont moins bien formés. Donc voilà, il y a ce bruit de fond, en effet, sur l'école. Il y a quand même, et là je vous rejoins, il y a des divergences selon, parce qu'on ne peut pas dire l'école, c'est très, effectivement, c'est très globalisant. On voit que les Français, en tout cas, là, puisqu'on parle des Français, ont le sentiment que dans les écoles maternelles, la situation est beaucoup plus satisfaisante qu'ailleurs. 69% des Français considèrent que le niveau est bon, l'enseignement est... Et la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement est bon. Et en revanche, au bas de l'échelle, on voit plutôt une problématique sur les lycées généraux et dans les collèges. Encore une fois, une problématique aux yeux des Français. Hein. Je ne dis pas que c'est la réalité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au milieu, vous voyez, les établissements de l'enseignement supérieur, que ce soit les universités ou les écoles, etc., où là, les opinions des Français sont beaucoup plus partagées, puisque 41% d'entre eux nous disent oui, c'est satisfaisant, et 41% nous disent ce n'est pas satisfaisant. Donc là, il y a un diagnostic qui n'est pas complètement clair sur ces écoles. En tout cas, pourquoi la situation est celle qu'on connaît aujourd'hui et comment les Français expliquent la situation du système éducatif en France. Et ça, pour le coup, moi aussi, j'ai été assez étonnée par ce résultat. Première raison, ils nous disent l'état d'esprit des élèves et de leurs parents, en fait. Qu'est-ce qui explique la situation qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, voilà, tout à fait. C'est avant le trop grand... Alors, quand même, intéressant, le trop grand nombre de réformes aussi. Ça, ils ont le sentiment, effectivement, qu'il y a eu beaucoup de coutures, découtures et des tricotages. La lourdeur et la taille du système éducatif. Mais bien avant, vous voyez, le manque de moyens financiers ou encore le manque de remise en question, l'état d'esprit du personnel éducatif, etc. Et ça, je crois aussi que c'est important que les enseignants... voient ces résultats et le sentiment, en effet, que les Français ne sont pas dupes. Eux, oui, puis ne sont pas dans le prof bashing. Eux, ils ne mettent pas ça en premier, en tout cas comme explication de la situation. Ils considèrent effectivement l'état d'esprit des élèves et de leurs parents. Ils considèrent aussi effectivement que la société a changé et qu'elle n'est peut-être pas tout à fait adaptée. En tout cas, qu'il y a un petit décalage encore entre... Oui, ça va être notre seconde partie d'ailleurs sur les technologies, sur le fait que l'école doit se tourner peut-être plus vers l'entreprise. Encore faut-il savoir comment on le fait et quel est l'intérêt. Sur cette partie-là, Najat Belkacem, c'est assez intéressant. Ça revalorise, entre guillemets, les parents ou ceux qui sont interrogés ne sont pas dans le prof bashing. C'est-à-dire que, mais ils considèrent aussi que ce n'est pas une annonce politique qui dirait on met 10 milliards sur l'éducation nationale qui réglerait le problème. Ça aussi, c'est intéressant. Peut-être, si vous me permettez de revenir à la slide précédente une seconde, parce que en fait, c'est intéressant quand même cette différence entre la perception de l'école maternelle et celle des collèges et lycées.
En fait, vous avez des enfants, tous autour de la table peut-être. Donc, en gros, posez-vous la question, vous, comme opinion publique, vous-même, quelle est la différence principale entre l'école maternelle, enfin le moment où votre enfant y était, et le collège-lycée? La différence principale, c'est que quand vous accompagnez votre enfant à l'école maternelle, vous voyez tous les jours sa maîtresse ou son maître. Enfin, on la voyait, le Covid nous a interdit de le faire. Oui, oui, bien sûr, hors Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation personnelle, l'expérience usagée en quelque sorte, personnelle du parent avec l'établissement scolaire, impacte très grandement son avis, son opinion sur l'établissement scolaire. A contrario, quand on est dans le secondaire, collège, lycée, c'est fini. Non seulement d'abord l'enfant vous demande de surtout pas l'accompagner jusqu'à la porte, comme vous savez. C'est pas comme si vous aviez le choix. Et puis deuxièmement, comme il y a une multitude de professeurs, de toute façon, voudriez-vous en voir un de façon vous vous souvenez, répétée, Ségolène Royal, ça 2007, pas. avait dit il faut plus de présence des professeurs dans les établissements. Ça avait suscité une polémique à l'époque, elle était pendant la campagne présidentielle. Il faut que les professeurs travaillent plus longtemps, c'est-à-dire à l'américaine, que les parents puissent pousser la porte du bureau d'un prof, pouvoir échanger. Ça vous semble être une bonne idée? Est-ce qu'il faut le remettre au goût du jour? Alors, avoir cette relation-là, en fait. Moi, je pense que la raison pour laquelle ça avait été très mal accueilli a raison. C'est que c'était une façon d'ignorer la réalité des professeurs qui, en fait, travaillent déjà énormément et quand ils rentrent chez eux, on les copie à corriger. Donc, il y avait un côté un petit peu, ils ne travaillent pas assez, on va leur imposer plus d'heures de travail. Prof agrégé, c'est 18 heures. Hein. Oui, je parle des professeurs de collège, ou de lycée. Il y a aussi des agrégés au collège. Oui, rare, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que améliorer, rendre plus étroite la relation entre les parents et les établissements scolaires, ça irait dans le bon sens. Oui. C'est clair, ça irait dans le bon sens parce qu'en fait, c'est une façon de prendre conscience de ce qui se passe dans l'établissement, d'avoir un regard un peu plus complexe que caricatural sur les atouts et les faiblesses, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment ça la différence entre la maternelle et les autres. Laure, est-ce que vous voulez rajouter un élément pour qu'on bascule ensuite? Et pardon, je termine juste d'un mot parce que c'était mon propos surtout. Et l'autre différence entre le secondaire et la maternelle, c'est que quand en maternelle ou en école primaire, vous avez un professeur, ce professeur va prendre l'élève dans sa globalité. Donc, par exemple, il sait que s'il lui a donné des devoirs du lundi pour le mardi, etc., peut-être il va un peu étaler sa charge de travail, etc. Donc, il y a quelque chose de cohérent. Dans un collège ou dans un lycée, et c'est particulièrement vrai au collège, quand il n'y a pas un bon travail en commun, coopératif entre les équipes, entre les professeurs, vous pouvez avoir des élèves qui reviennent tous les soirs avec 3 trucs différents à faire de différentes disciplines. Et ça, les parents, c'est ce qu'ils absorbent une fois à la maison, parce qu'ils voient leurs élèves, leurs enfants qui leur demandent de l'aide, ils ne savent pas comment les aider. Donc, en fait, c'est aussi comment est-ce que c'est la vraie réforme du système éducatif, elle est là. On fait travailler davantage ensemble les enseignants dans le secondaire. Laure, un mot peut-être pour compléter ce volet sur le modèle éducatif, là, cette fois-ci. Un dernier chiffre, peut-être quelques derniers chiffres sur les priorités des Français en matière justement d'éducation. On le voit, on en a parlé, le socle fondamental des connaissances. Voilà, donc c'est en premier lieu se concentrer sur les disciplines de base au primaire. Et deuxième priorité pour les Français, selon eux, pour améliorer la situation du système éducatif, c'est réaffirmer l'autorité des enseignants et professeurs. On en parlait effectivement au départ. Puis favoriser l'apprentissage. Très important aussi, on l'a vu même dans le nuage de mots, il était présent spontanément à l'esprit. L'apprentissage dans les yeux des Français aussi a de plus en plus d'avantages selon eux pour rentrer ensuite dans le monde. Avec de très bons chiffres, il faut préciser que l'apprentissage a progressé considérablement là, depuis presque un an. Absolument. Et puis, améliorer l'apprentissage aussi des langues étrangères, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les attentes des Français et surtout dans ce monde dans cette France européanisée, mondialisée, et puis aujourd'hui encore plus, puisque le sondage est tout frais, avec... Vous dites quoi? Que les Français qui vous ont répondu considèrent que la France, et on le voit quand on voyage ou qu'on va dans des pays, on s'aperçoit que les Allemands, les pays nordiques maîtrisent les langues, on n'est pas très bon, par exemple, en anglais, basiquement. Oui, c'est ça. C'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse. Et maintenant, les parents d'élèves disent, en fait, moi, la priorité pour moi, beaucoup de parents d'élèves nous disent, la priorité, maintenant, moi, c'est la langue, parce que là, il ne pourra pas, c'est même presque plus important, effectivement, que les mathématiques à un certain niveau, que la grammaire à un certain niveau. Oui, parce qu'il faudra partir en Australie, il faudra partir aux États-Unis. Ça fait pour eux partie du socle de base.
Juste un tout petit mot sur le débat des langues, parce que vous êtes évidemment très concernés. Les ingénieurs vont monter des projets internationaux et ça sera l'anglais. Même chose chez Samsung. Cette faiblesse des langues, comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est notre modèle pédagogique? C'est la façon dont on enseigne les langues? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'autres pays sont bien plus en avance que nous? Je pense que mes collègues seront encore mieux placés que moi pour répondre, mais il y a déjà une chose qui est évidente, c'est que quand vous prenez les pays nordiques que vous avez évoqués, on a affaire à des pays dans lesquels la langue du pays n'est pas suffisamment, on va dire, massive pour que, par exemple, tout ce qui passe à la télévision, dans les séries, etc., soit traduit. Donc, en fait, les enfants, dès le plus jeune âge, regardent la télévision en anglais. Bon, et ben ça facilite quand même la tâche. Deuxièmement, je voulais juste insister sur ce que vous disiez, sur le fait que pour les parents, les langues vivantes étrangères, ça devient de plus en plus important. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est typique de la discipline dans laquelle les inégalités sociales qu'on évoquait tout à l'heure, malheureusement, viennent creuser la différence, mais de façon magistrale. Parce que, pour le coup, avoir eu l'occasion d'aller faire un stage, un summer school voyage, ou quelque chose comme ça, un voyage à l'étranger ou pas, ça, c'est très lié aux revenus des parents. Donc, oui, ça, c'est absolument une priorité et je suis franchement contente de l'avoir montée aussi haut parce que, même chose, c'est pas quelque chose qu'on voyait dans les précédents sondages. Donc, c'est une des choses, des recommandations à faire aux candidats à la présidentielle, à mon avis. Un petit mot, Frédéric Faucher, Robin Soubeyran, Frédéric Faucher, sur ces questions des langues, parce que vos étudiants, vous leur apprenez l'éloquence, ils sont très bons en maths, mais il faut qu'ils soient éloquents, convaincants, et j'imagine il faut aussi les former aux langues. Enfin, j'imagine que c'est une priorité. Pardon. Allez-y. On est très exigeant sur l'anglais, on leur demande 2 langues, mais l'anglais systématiquement et avec un haut niveau d'exigence. Et effectivement, je confirme ce qui vient d'être dit. On a fait une étude très poussée de notre concours, enfin du concours en fait, depuis l'inscription au concours jusqu'à l'intégration à Centrale Supélec, sur les 5 dernières cohortes d'étudiants, ça devait faire entre 60 et 70 000 étudiants, pour chercher les biais qu'il y avait, biais de genre et biais sociaux. On en a trouvé très peu. Mais le seul léger biais qu'on a trouvé, c'était effectivement sur l'anglais, sur l'épreuve d'anglais, où on voit que les catégories favorisées réussissent un peu mieux que les catégories défavorisées. Et ça, c'est lié effectivement au stage d'été, aux pratiques supplémentaires que le milieu va pouvoir apporter aux enfants. Enfin, j'allais dire, entre guillemets, c'est tragique, puisque ça veut dire que le modèle éducatif n'offre pas, je dirais, la nourriture suffisante pour être fort. Il faut aller chercher des compléments alimentaires, là. Je pense qu'il n'offre pas beaucoup de pratique. C'est ça, voilà. Suffisamment pas de pratique. Et pour remettre un peu, redorer le blason, là aussi, de l'école, lorsque je compare le niveau d'anglais des collaborateurs français dans notre groupe et le niveau des collaborateurs en Espagne, Portugal, Italie, Asie, c'est une catastrophe. Donc on est plutôt bons, nous. On est plutôt bons. Ça veut dire dans la façon de s'exprimer, d'utiliser cette langue. Dans la façon de maîtriser l'anglais, si on prend ce niveau-là, et nous on est relativement exigeants, il faut un certain niveau pour passer sous les fourches codines du recrutement, il faut quand même être à l'aise dans l'anglais, on est plutôt bon. Et on est, comparé les jeunes générations d'aujourd'hui, avec la mienne par exemple, en termes de niveau d'anglais, mais il y a un gouffre incroyable parce que les programmes pédagogiques ont complètement changé, complètement évolué. Si vous rentrez au hasard dans une école de commerce, vous allez avoir 1, 2, voire 3 échanges universitaires / stage à l'étranger. Donc 2 fois 6 mois, plus une période de 6 ou 12 mois. Qui est quand même structurant pour ça n'a plus rien à voir avec des élèves. J'avais en tête qu'un parcours secondaire, on parlait 6 minutes pendant cette période à l'école. Donc on est très bon dans l'enseignement de la grammaire. En général, les étudiants français sont très bons en grammaire. Mais on est complètement inhibé parce qu'on a du mal à s'exprimer, à prendre la parole. On en revient à l'éloquence, à la confiance en français, mais qui est la même aussi dans les langues. Y a-t-il des questions? Un micro va circuler. S'il y a des questions, c'est maintenant. Vous pouvez interroger nos 3 invités, nos 4 invités, puisque vous pouvez aussi interroger notre sondeuse Laure Salvin. Ben oui, c'est vrai. Y a-t-il des questions? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, un micro vous est donné. Ne soyez pas timide, puisque vous qui nous regardez, il y a aussi dans la salle des personnalités qui vont poser des questions. Passons, si vous le souhaitez, puisqu'il n'y a pas de questions, à notre deuxième partie. Peut-être une question? Non, ce n'est pas une question, mais je peux rajouter quelque chose sur les langues vivantes étrangères, parce que du coup d'expérience, je partage ça. En fait, les élèves sont beaucoup moins inhibés quand ils sont en maternelle, école primaire, que quand ils arrivent au collège. Encore une fois, vous avez des enfants, donc vous le savez. Donc, du coup, en fait, le problème, souvent, c'est que notre système scolaire a construit les choses de telle sorte que les langues vivantes étrangères, la question de l'orientation scolaire, c'est-à-dire des choses un peu majeures sur lesquelles il faut être désinhibé.
En fait, on les fait arriver au moment du collège. Au moment où les gamins, ils sont comme ça, repliés sur eux-mêmes, ils veulent juste ressembler à leurs copains, surtout pas avoir d'imagination, pas s'exprimer en public, etc. Donc en fait, les langues vivantes étrangères, si on veut aller dans le bon sens, il faut commencer vraiment le plus tôt possible. Or, moi j'avais mis une réforme en place sur ce sujet, mais le problème c'est que l'opinion publique ne le comprend pas forcément, n'est pas forcément éclairée par les observateurs sur le sujet, et finit par vous dire, mais attendez, le plus tôt possible, c'est le français qu'il faut maîtriser, c'est pas les langues vivantes étrangères, qu'est-ce que vous nous faites avec ça? Mais non, il faut vraiment commencer le plus tôt possible. Quoi, ça serait la maternelle, par exemple, première année de CP? Là, pour le coup, c'est le CP. Qu'on commence. Mais là se pose, quand on est ministre de l'Éducation, une deuxième question, c'est que si on fait commencer ça dès le CP, mettons, qui sont les profs qui le font? Parce qu'au collège, vous avez un prof d'anglais spécifique, mais quid de la primaire? Donc il faut former les enseignants de la primaire. Et ça, former les enseignants de la primaire, ça prend du temps. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en cours. Moi, je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Je pense qu'on va vers une meilleure maîtrise de l'anglais, clairement, mais ça prend encore quelques années. Deuxième partie de notre émission, la relation justement de l'école avec l'entreprise, avec les technologies et la manière dont, à travers ce sondage, les Français ressentent ce sujet. C'est notre deuxième partie. Deuxième partie de notre émission, justement, là, on va rentrer, et qui va concerner évidemment au premier chef, vous, Monsieur Faucher, de Samsung, c'est le rapport des Français au tronc commun. On a vu que c'était le socle commun qui était une priorité, mais ils évoquent aussi l'idée que l'école se tourne aussi vers l'entreprise. Absolument. Il y a quand même toujours un débat et une inquiétude. Les humanités ou... Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'à partir d'un certain niveau, les Français souhaitent que l'entreprise rentre davantage dans l'école, que l'université ou les grandes écoles, en tout cas, soient davantage aussi en lien les unes avec les autres. Vous voyez, par exemple, nous avons 84% des Français qui nous disent que les formations proposées à l'université doivent être en adéquation avec les besoins réels du marché du travail. Et s'ils sont 84% à le considérer, c'est qu'ils ont le sentiment aussi qu'il y a un décalage aujourd'hui, que ce n'est pas forcément le cas. Juste, Laure, ça veut dire qu'il y a eu ces débats qui sont toujours existants. On ne peut pas avoir des amphis de 3000 élèves qui veulent faire psycho et sociaux, compte tenu qu'on aura besoin de 300 psychologues et 50 sociologues. Enfin, c'est ça qui est posé à travers cette item. C'est ce que disent en tout cas les Français, c'est qu'en effet, il doit y avoir une certaine cohérence, voilà, entre les deux. Dans les plus petites classes, il y a davantage de débats, mais je pense qu'on voit quand même monter le souhait qui est d'ailleurs des enseignements sur le codage, par exemple, sur des nouvelles technologies de plus en plus tôt. Ça émerge un petit peu, mais dans la mesure où on a le sentiment qu'effectivement les acquis et les acquis plus, enfin le socle, disons, le français, les mathématiques, langues étrangères ne sont pas acquises encore à l'heure actuelle ou pas suffisamment. C'est vrai que toutes ces nouvelles matières restent encore un petit peu en deçà. Mais quand on interroge les Français, notamment les parents d'élèves, eux, ce qu'ils souhaitent en effet, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'échanges et d'interaction entre l'entreprise et... Alors, il existe des stages pour les profs, vous allez nous confirmer, les profs peuvent aller faire des stages à l'entreprise, je crois qu'ils ne sont pas obligatoires, mais ils ont possibilité d'aller jeter un œil dans l'usine d'à côté ou l'entreprise d'à côté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que disent les parents? Parce que c'est souvent des injonctions contradictoires, parce qu'à la fois ils exigent dans ce sondage que les enfants connaissent les bases, le socle, et en même temps, comme dirait l'autre, il faut aussi qu'ils apprennent des choses nouvelles comme le codage. Et en même moment, on entend des parents qui disent « Mais attendez, déjà que nos enfants sachent ne pas faire de fautes d'orthographe avant de commencer à coder. » Vous voyez, tout ça venant se mélanger. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Mais en fait, vous avez utilisé la bonne expression, injonction paradoxale. C'est ce dont est entouré, le halo dont est entouré l'école en permanence. En fait. Tout le monde a un point de vue sur le sujet. Oui, absolument. Non, mais moi, je suis complètement sensible à la problématique de nos enfants sont trop souvent devant des écrans, donc attention à ce qu'on fait avec ça. Mais je ne crois pas que maintenir l'école en mode avion
soit la bonne solution. Je pense au contraire que parce que nos enfants sont tellement plongés dans l'écran, que précisément cet écran peut avoir soit des vertus, soit au contraire des vrais dangers, des vrais risques, il faut qu'on leur apprenne à s'en servir dans le bon sens. Et donc du coup, moi je suis pour une régulation, mais un usage du numérique à l'école, et donc les équipements qui vont avec, les logiciels utiles pour faire réussir les élèves dans leurs apprentissages, la formation des enseignants à les utiliser, etc. Vrai sujet. Le Covid a accéléré, la crise Covid a accéléré l'obligation de se connecter. Ça n'a pas marché partout très bien d'ailleurs. Soit il manquait le casque, soit il n'y avait pas la connexion, soit le professeur n'arrivait pas à se connecter, soit les élèves ne se connectaient pas eux-mêmes. Quel est votre point de vue? Parce qu'il y a un débat un peu philosophique sur ce sujet, au-delà, je dirais, de l'intérêt, je dirais, économique sur le sujet. Il y a un débat de positionnement. Moi, je pense que c'est un débat qui est assez pragmatique, en fait. Pour faire un peu d'histoire, on a connu 4 révolutions industrielles. Ça s'est globalement très bien passé pour la vapeur, l'électricité, l'informatique. L'école, il y avait un cycle de développement de cette révolution successive très lent, donc c'était relativement facile pour l'école de s'adapter, même pour l'informatique. On a vu beaucoup dans les années 80 d'initiatives qui permettaient de suivre assez facilement le développement. La 4e révolution industrielle, le cloud, la data, la gestion de la data, la révolution numérique. La révolution numérique, ça va tellement vite que si on laisse la responsabilité à l'école de traiter ce problème, on sera passé à autre chose. Dans 5 ans, Pôle emploi estime qu'en 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. Donc ça veut dire que si on n'aide pas, nous, entreprises privées, si on n'aide pas l'école à préparer ces générations à escalader la marche d'accès à l'entreprise qui, pour certains, est énorme. Lorsque vous avez à nouveau une école de commerce, une école d'ingénieur, ils font des stages, ils sont relativement prêts. Une formation universitaire qui n'a jamais fait de stage, n'a jamais connu une entreprise, très loin, doit trouver un emploi, la marche, je vous garantis qu'elle est très haute. Et on pense tous que les élèves sont très à l'aise avec les technologies parce qu'ils ont tous un smartphone et qu'ils sont très à l'aise avec le smartphone. Avec un portable, avec un ordinateur portable, c'est très différent. Vous avez aujourd'hui 30% des élèves qui sortent d'études supérieures ou tout au moins des études secondaires qui s'estiment être incompétents sur ces sujets. Parce qu'ils n'ont que le téléphone. téléphone. 60% des annonces d'emploi pour les jeunes nécessitent d'être compétents sur ces sujets-là. Donc, vous avez parlé du codage. Donc, il y a un peu un effet d'optique dans ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce sont des geeks, peut-être sur TikTok et Instagram, mais ce n'est pas si simple quand on se met à ouvrir un ordi et qu'il faut faire 2-3 manips. Et j'illustrerai ce propos. On a eu une initiative qui s'appelait Samsung Campus, où en fait on a, avec Epitech, développé des promotions pendant 4 ou 5 années successives pour intégrer des jeunes qui étaient sortis du système scolaire, qui étaient en échec scolaire plutôt fin de collège. Et donc on leur a appris à développer, à coder. C'est incroyable de voir la capacité qu'ils ont à être finalement dans un système d'échec à l'école. Et lorsqu'on leur donne des choses très complexes à gérer, avec une puissance de travail nécessaire incroyable, ils le gèrent parfaitement. Ils ont tous trouvé un job. On avait un programme de mentoring sur ce parcours. Et j'étais moi-même mentor. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'ils allaient tellement vite, ils étaient tellement bons qu'on avait finalement pas grand-chose à mentorer. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, c'est impressionnant. Côté Centrale Supélec, comment ça se passe cette question-là? Parce qu'il y a un tronc commun évidemment de savoir pour être ingénieur, mais j'imagine que vous devez aussi recomposer vos programmes, réfléchir à vos programmes à l'aune de ces sujets, de l'informatique, de la manière dont on utilise ces outils. Absolument. Alors l'informatique, c'est pour quoi faire quand on dit des heures devant d'écran? Si c'est pour être sur les réseaux sociaux, c'est une chose. C'est une autre chose pour faire des jeux et c'est une troisième chose pour faire du codage. L'apprentissage du codage, évidemment, est indispensable et fait partie du tronc commun dans lequel passent tous nos élèves. Donc dans la formation Centrale Supélec, il y a une formation codage? Absolument. C'est même dès la première année, ils ont 15 jours de Coding Week où on leur demande de développer une appli, de développer un produit. Et en fait, c'est l'enjeu, je pense, et c'est bien s'ils peuvent le faire bien avant d'être rentrés en école d'ingénieur. Parce qu'après, ils se prennent au jeu. Il faut voir que les technologies de l'information et de la communication ont en général peu de succès. Quand on interroge les enfants de 15 ans dans l'enquête PISA, c'est fait. On leur demande, est-ce que vous prévoyez d'aller vers les technologies de l'information et de la communication, donc le développement? Vous avez, je crois, 6% des garçons et pratiquement 0% des filles, qui se projettent dans un métier de développeur. Mais une fois qu'on les immerge et qu'on leur dit, tiens, tu vas développer, voilà les outils, voilà le langage et tu vas développer, beaucoup se prennent au jeu. Et du coup, effectivement, arrivent à développer des trucs remarquables, alors qu'a priori, ils n'en avaient pas une
appétence particulière et du coup, ils y prennent goût. Juste, Najat Vallaud-Belkacem, encore une fois, j'entends le codage, certains évoquent même l'idée des enfants dès le plus jeune âge. On évoquait tout à l'heure les langues dès le plus jeune âge, CP par exemple. Certains évoquent l'idée qu'on puisse apprendre dès le plus jeune âge le codage, une sorte de langage. Qu'est-ce que vous en pensez ? À quel moment on implémente ces technologies dont on nous dit quels seront les métiers de demain ? C'est-à-dire que ces jeunes qui sont en CP auront probablement à faire ce genre de métier. En fait, les spécialistes vous en parleraient mieux que moi, mais vous savez qu'on peut apprendre le codage sans écran. Donc par exemple, il y a, y compris dans des petites classes, des jeux qui consistent à comprendre que quand vous faites aller tel item dans tel coin, et ben, ça va avoir telle interaction. Enfin bon, bref. Donc du coup, je pense que en fait, c'est davantage que la question de l'écran en tant que tel et du fait de passer en effet du temps devant écran. C'est apprendre à nos enfants à ne pas se laisser maîtriser par la machine, mais à la maîtriser. Et donc, déjà, on peut leur en parler même à l'oral, c'est-à-dire, en gros, raconter comment un jeu se fabrique. La notion de développeur, c'est intéressant ce que vous disiez, qu'il n'y a que 6% a priori des garçons qui semblent intéressés. Mais même le mot développeur, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un vocabulaire plus adapté à la multitude de fonctions qu'il recouvre aujourd'hui ? Donc, nouvelles technologies de l'information et de la communication, je ne suis pas sûre que ça parle beaucoup. Donc en fait, il y a une façon d'immerger les élèves dans les métiers du futur, de leur apprendre un esprit d'adaptation aux fameux 85% des métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui, qui ne passent pas forcément par le fait d'être devant écran. Bon, après, il y a un moment, donc moi, je ne suis pas pour mettre les enfants devant écran de toute façon trop tôt. Hein. Ouais. Je pense que... Il y a des études, il y a quand même les spécialistes vous disent généralement que, grosso modo, si vous commencez ça vers 8 ans, c'est bien, quoi. C'est pas la peine d'y aller plus tôt que ça. Mais juste un mot, parce qu'on voit qu'il y a quand même des écoles, et je pense à Centrale Supélec et quelques autres, qui, je le redis, qui sont des écoles qui forment l'élite, en tout cas des ingénieurs de haut niveau. Et on voit quand même qu'il y a un débat chez les Français sur le regard qu'ils portent sur l'université. Je voulais quand même signaler dans le sondage, vous l'avez vu, c'est très clivé d'ailleurs. Hein. Il y a certains Français qui disent, qui ont été interrogés par Kantar, il faut sélectionner à l'entrée de l'université, qui revient au débat de on ne peut pas prendre tout le monde. Puis d'autres qui disent non, on laisse l'université comme un espace libre, on s'y inscrit, on fait cours, on apprend une matière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que j'évoquais la sociologie, la psychologie, c'est un marronnier, mais on voit des filières qui sont engorgées d'étudiants dont on sait que globalement, au bout, c'est une voie de garage. La moitié de l'hémicycle aura disparu au bout de 6 mois, et puis l'année suivante, ces jeunes se retrouvent sur le marché du travail sans diplôme. On sélectionne. Comment on invente cette fac nouvelle ? Alors, il y a deux sujets, si vous me permettez, il y a deux sujets distincts. Il y a la question de la sélection à l'entrée de l'université. Donc moi, pour faire vite, je suis absolument opposée à la sélection à l'entrée de l'université. Je pense que l'université, c'est vraiment le lieu où toute personne qui aspire à poursuivre des études supérieures doit pouvoir arriver. Je veux dire, si elle cherche quelque chose de plus sélectif, elle va en grande école. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent la suppression des grandes écoles. Je trouve que c'est bien qu'il y ait deux systèmes qui existent. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a aussi des universités qui sont plus sélectives que d'autres et tout ça. Enfin bref, tout ça est plus complexe. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très mauvaise idée pour une nation que de chercher à créer un goulet d'étranglement devant l'accès au savoir et aux études supérieures. Vraiment. Donc ça, voilà, c'est une réponse. Après, votre deuxième question, c'était... mince, j'ai oublié la deuxième question. Je l'ai oublié aussi. Vous vous rendez compte, je suis dans un moment d'angoisse totale. Qu'est-ce qu'on va se dire ? Non, en revanche, j'avais une question, c'est pas du tout pour me rattraper aux branches, que j'avais oublié, qui me semblait essentielle, qui est le débat posé par la sélection à l'université. Beaucoup de parents... Ah oui, non, pardon, ça me revient, la psychologie, la sociologie... Je lançais une question extraordinaire et paf ! C'est hyper important, ne l'oubliez pas, mais juste la psychologie, sociologie et autres secteurs plus porteurs pour l'avenir. En fait, mais je vous poserai ma question quand même. Je vais reprendre le propos de mon voisin tout à l'heure qui disait, attention, la responsabilité d'élever nos enfants, de les éduquer, etc., dans les meilleures conditions, ça repose sur nous tous. C'est une responsabilité partagée. La question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tant d'élèves vont s'orienter vers des filières sans avenir, elle se pose à nous tous. C'est-à-dire que c'est à nous tous, médias, responsables politiques, etc., en plus de l'école, de communiquer de façon efficace aux élèves sur ce qui est pertinent pour leur avenir et ce qui l'est moins. Il y a des métiers qui ont vraiment un bel avenir et sur lesquels la communication reste négative. Les filières professionnelles, par exemple. Eh bien, ça, c'est pas pertinent. Alors qu'on le voit bien, par exemple, quand vous avez des émissions comme Top Chef ou d'autres qui se mettent soudain à valoriser les métiers de bouche, eh bien, vous avez
une augmentation c'est vrai. du nombre d'élèves intéressés par ces métiers-là. Donc, à contrario, je pense que c'est par le discours, par l'information éclairée qu'on présente aux bacheliers en leur disant, j'avais mis ça en place à l'époque, au moment où ils s'inscrivent sur la plateforme pour accéder à l'enseignement supérieur, en leur disant, alors, vous êtes en train de vous diriger vers la sociologie, etc. Voilà les chiffres de l'emploi et du chômage aujourd'hui, les perspectives d'avenir, etc. Qui voient clairement, oui, bien sûr. En fait, c'est en faisant confiance à l'intelligence des gens, plutôt qu'en leur disant, bah non, en fait, on va vous empêcher de faire sociologie. Mais mais on a besoin de sociologues en même temps dans ce pays. Vous voyez, on ne peut pas jeter comme ça aux orties. Moins besoin de sociologues que de développeurs, enfin aujourd'hui. Ouais, mais vous savez, un développement sans éthique et sans réflexion poussée sur ce qui se passe dans la société. Non, mais je vois ce que vous soulevez à travers ce débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des collaborateurs qui soient formés à un métier. Il faut aussi avoir ses humanités, il faut avoir aussi une... C'est ça que vous soulevez. Parce que ce débat est politique aussi. Il soulève l'idée que faut-il accompagner les élèves uniquement pour aller vers un métier? Parce que l'école, ça apprend à penser. Donc, je ne sais pas quel est votre... Parce que les ingénieurs, bon, bah, ils sont très forts en mathématiques, mais c'est vrai qu'ils ont aussi besoin d'avoir peut-être, je ne sais pas d'ailleurs si c'est prévu à Centrale Supélec, mais des cours autour de l'éthique, la manière dont on regarde l'informatique, je ne sais pas, un peu comme pour les médecins finalement. Ah, mais je vous parlais des compétences tout à l'heure qu'on demande à nos élèves maintenant et qui doivent valider pour être diplômés. Dans ces compétences, il y en a une qui est éthique, exemplarité. Et je pense que c'est très important, à côté des sciences dures, d'avoir une culture générale, parce que c'est ça qui va favoriser l'ouverture sur le monde, et une ouverture sur les arts, parce que c'est ça qui va favoriser la créativité. Donc vous leur faites des conférences d'État. Oui, c'est pas seulement de répéter, de faire tourner des ordinateurs et de répéter des techniques qui ont été développées avant, c'est d'être créatif, c'est d'être innovant, aussi bien sur le plan technique d'ailleurs que sur le plan organisationnel. Et ça nécessite une ouverture, une culture générale forte et une ouverture sur le monde des arts. Des managers en fait, des gens qui engagent et qui entraînent aussi des équipes, parce qu'ils travaillent en général en équipe, et ça c'est nécessaire. Des gens et là on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire de codage informatique, est-ce qu'il faut faire des langues étrangères? Je dirais que plus on donne aux jeunes, qu'ils soient ingénieurs ou pas, qu'ils soient élèves ingénieurs ou pas, des expériences variées dans des domaines variés, plus on les rend adaptables et donc susceptibles de s'adapter effectivement aux futurs métiers qui n'existent pas encore et qui devront apprendre alors qu'ils seront déjà en carrière professionnelle. On va accueillir dans quelques instants Gilbert Azoulay, qui est notre éditorialiste, qui va venir vous aiguillonner, vous poser des questions. Juste ma question, parce que je ne veux pas l'oublier, dans ce débat posé par la qualité de l'enseignement, il y a aussi ce débat posé sur... Nous faisons aujourd'hui, et les professeurs, il suffit de les interroger, vous le disent, on fait passer d'une classe à une autre les élèves sans redoublement, ce qui fait que la qualité des élèves qu'ils reçoivent se détériore. C'est une réalité. Enfin, je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut revenir à des règles, et là on n'en revient pas à l'autorité, mais des règles un peu plus strictes sur tu n'as pas le niveau pour passer en classe supérieure, tu vas refaire une année pour pouvoir valider ses acquis. Passer d'une classe à une autre, finalement, en ayant pas très bien travaillé ou en ayant des bulletins médiocres, au bout du compte, ça fait un bac pas bon et ça fait à la fin des gens mal formés. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là, qui est une question importante? En fait, je pense que la mauvaise situation, et sans doute est-on plongé dans cette mauvaise situation en effet en ce moment, d'où cette perception, c'est celle où on dit la règle c'est qu'il n'y a plus de redoublement, mais en même temps on n'a pas suffisamment adapté l'école pour apporter l'autre réponse désirable. L'autre réponse désirable, parce que je maintiens que le redoublement n'est pas une réponse désirable dans l'absolu non plus, parce qu'en fait, et c'est de là qu'est parti le constat de c'est peut-être pas si bien le redoublement, c'est que en fait la plupart des élèves qui redoublaient en fait s'en sortaient pas quoi. Donc en fait, à contrario, c'est de l'enfoncement. Donc comment on fait, en fait la solution désirable, c'est celle d'une école qui s'adapte un peu plus à ses élèves, et donc du coup ça passe par la réduction quand même de la taille des classes, ça passe par la possibilité si vous voulez d'avoir, quand on a des élèves vraiment en décrochage avéré, etc., de construire des programmes vraiment personnalisés auprès d'eux, individualisés, voilà, individualisés, un peu comme on le fait par exemple avec, je ne dis pas que c'est la même chose, mais avec les élèves en situation de handicap, on a créé des PAI, etc., des programmes individualisés. Et ben en fait le sujet c'est une école qui soit capable finalement, et c'est ce que les gens vont chercher parfois dans le système privé quand il s'agit d'écoles Montessori, etc., il faut le reconnaître, qui soit capable de s'adapter à l'enfant. Et en fait, c'est ça la bonne évolution du système scolaire. Et quand on en sera arrivé là, vous verrez que la question du redoublement se posera moins.
Donc, mais c'est vrai qu'on est dans une... Et on va vers Voilà. plus d'individualisation, Exactement. enfin de programmes adaptés. Je ne voudrais pas qu'on oublie ce sondage parce qu'il est important. On est à moins de 35 jours du premier tour de l'élection présidentielle, donc les enjeux sont forts. Et chaque candidat, même si la crise ukrainienne écrase évidemment un petit peu l'actualité française, ils se sont tous exprimés sur cette question d'éducation, chacun ayant des propositions sur les thématiques évoquées ce soir. Le sondage, évidemment, a sondé les cœurs des Français sur les candidats à l'élection présidentielle, Laure. Tout à fait. Et alors, peut-être deux choses avant. Allez-y. Mais bien sûr, c'est la règle. Une première donnée sur la circulation d'informations fausses ou trompeuses. Vous savez C'est vrai. On teste sur À chaque chacune sondage, de nos c'est vrai. thématiques. Voilà. Sur l'éducation, encore, on a 64% des Français qui considèrent effectivement que des informations fausses ou trompeuses circulent aujourd'hui en France, et notamment pendant cette campagne présidentielle. Plus que jamais encore depuis cette crise ukrainienne, hein, faut-il le Voilà, préciser. je vous rappelle que notre record, entre guillemets, malheureusement, c'était sur la santé, mais c'est vrai que sur l'éducation aussi, les Français ont senti en finalement de ne pas être si bien informés que ça. Concernant la gestion de la crise sanitaire dans les écoles, les lycées et les on l'a oublié. universités, par le gouvernement, le bilan est plutôt mitigé. Ils n'ont pas très bien géré la crise sanitaire. C'est moitié-moitié Ouais. en fait. Hein, voilà, 46% ont le sentiment que la crise a été bien gérée, 54% qu'elle a été plutôt mal gérée. Donc on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de disparités. Et malgré tout, je dirais, Emmanuel Macron reste malgré tout celui à qui on ferait le plus confiance, celui en qui les Français ont le plus confiance pour mener la meilleure politique d'éducation pour la France actuellement. Et puis derrière, Valérie Pécresse à 29%. Vous en pensez quoi, Najat Vallaud-Belkacem? Parce qu'on ne l'a pas évoqué, puisque même si le président de la République a fait une réforme, c'est peut-être d'ailleurs la plus importante qu'il ait faite dans ce quinquennat, c'est le fait d'avoir divisé des classes par deux, les REP+, de permettre dans des quartiers particuliers d'avoir des classes réduites pour que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Et là, il est crédité de 37% en totale confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Très franchement, l'observatrice que je suis vous dirait que sur le plan de l'éducation, son bilan est plutôt perçu négativement, en fait. Mais je veux dire, je le dis pas avec un souci partisan. Avec des professeurs qui sont démobilisés. La vérité, c'est que les professeurs sont assez démobilisés. C'est que la slide précédente qui montrait la gestion de la crise sanitaire est quand même intéressante parce qu'il faudrait la mettre au regard. Je suis sûre que si vous aviez posé la question de la gestion de la crise sanitaire dans le pays de manière générale, sur un plan économique, la réponse aurait été beaucoup plus positive. Parce qu'on peut reconnaître à ce gouvernement d'avoir plutôt bien géré notamment la question de l'économie. Mais par contre, sur l'école, honnêtement, non. Quand les professeurs sont informés la veille au soir des changements et des nouveaux protocoles et qu'ils doivent à leur tour informer des parents mécontents, quand le travail avec les collectivités territoriales ne s'est quasiment jamais fait en temps utile quand il le fallait, alors que c'est les collectivités territoriales qui, comme vous le savez, entretiennent et gèrent les locaux, les cantines, etc. Non, il y a eu un vrai sujet. Donc, je pense que, en fait, votre dernière slide, pourquoi est-ce que malgré tout les sondages ne sont pas si mauvais ici? C'est parce que, en fait, les sondés ne trouvent pas leur compte dans le reste non plus, quoi. Donc c'est pas une acclamation, c'est à défaut de lié à l'offre politique concurrente en tout cas, puisque c'est Valérie Pécresse qui est derrière, mais assez loin. Mais après, si je peux me permettre, les Français ne trouvent pas leur compte dans le reste aussi parce que le sujet de l'éducation, je suis désolée, mais il n'est pas central dans cette campagne présidentielle. Et donc je refais le lien avec est-ce qu'on a des bonnes informations ou est-ce que les informations sont tronquées. Je pense que la plupart des gens ne savent absolument pas ce que proposent les différents candidats sur l'éducation. Et ça, c'est un vrai problème, vraiment. Exact. Compte tenu qu'il y a eu la réforme du bac et que certains parents sont totalement perdus. Un petit mot avant d'accueillir Gilbert Azoulay pour conclure. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion sur cette relation à l'école? Commençons par Centrale Supélec. Vous faites évoluer vos programmes, vous aussi, finalement, pour coller au plus près des réalités de notre société? Alors, nos programmes, on les cale en fonction de ce qu'on anticipe des besoins des entreprises. Donc on gère, en fait, on a des élèves qui sont toujours très bons en maths et en physique, et on les convertit, et il y a une rupture entre la prépa et l'école d'ingénieur, chez nous, mais je pense que dans beaucoup d'autres écoles, c'est pareil. Il y a un gap parce qu'on les oblige à se prendre en main. Quand ils sont en prépa, c'est leur professeur qui leur dit tous les matins ce qu'ils vont avoir à apprendre pour le soir. Quand ils arrivent à l'école, ils doivent choisir leurs électifs, leurs filières, leurs dominantes, etc., construire leur projet de carrière.
et se prendre en main. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour eux, parce que jusque-là, ils étaient bons en maths, alors ils ont été portés en terminale. Robotisés, on révise, on ferme les cahiers, etc. on dort et on révise. Et c'est un enjeu majeur, c'est une rupture, et on les prépare à ce qu'on anticipe, et on le fait en lien étroit avec les entreprises. On parlait du lien entreprise tout à l'heure. On a un lien quotidien avec les entreprises qui sont extrêmement présentes sur le campus, et on essaye de les préparer au mieux, à répondre aux besoins des entreprises, à être employables dans les meilleures conditions. Frédéric Faucher, un mot de conclusion côté Samsung? D'abord, moi, je salue tout ce qui s'est passé sur le contrat d'apprentissage, parce que ça a été un moyen de donner l'accès à beaucoup de jeunes aux entreprises, et c'est vraiment un dispositif qui est efficace et qui est apprécié. Ensuite, je salue également l'ouverture d'esprit dont on fait preuve dans certains collèges, certains lycées, qui nous donnent la possibilité de monter des programmes où on a en ce moment 1000 collégiens et lycéens répartis dans 40 classes qui travaillent sur des sujets sociétaux pour, dans un cadre mini-entreprise, travailler sur des sujets de protéger la planète, l'inclusion, prendre soin de nos aînés. Ça ne se passe pas au niveau de l'éducation nationale, je précise, ça se passe avec les collectivités. Ça se passe avec les collectivités, mais c'est avec l'accord quand même de l'éducation nationale, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut non plus dans les classes. Donc ils sont ravis de nous accueillir, et ça fédère des jeunes autour de projets sociétaux qui les embrasent, peut-être pas à ce point-là, mais qui les motivent et qui les font travailler sur des mini-entreprises, préparer des solutions pour demain, et c'est assez bluffant ce qu'ils sont capables de faire. Je ne dois pas me faire tirer les oreilles par Gilbert Azoulay, parce qu'on a un temps évidemment dans l'émission. J'accueille Gilbert Azoulay qui va venir nous rejoindre. Il est le fondateur de Newstank, qui est un site spécialisé. Venez me rejoindre, Gilbert. Peut-être faut-il qu'un ami nous apporte une chaise, absolument. Je veux bien rester debout. Non. Venez près de moi. Parce que c'est parce que pratiquement. Allez-y. Vous avez pris des notes, Gilbert, rédacteur en chef aussi du supplément parisien l'étudiant. Ouais. Prenez place, parce que je vous ai vu évidemment en contre-champ prendre des notes, réagir, opiner, et vous m'avez écouté, c'est un vrai plaisir. Gilbert, vous pouvez interroger, ou en tout cas peut-être déjà ramasser ce que vous avez ressenti. Ouais, alors moi je vais dire d'abord, je suis très indulgent avec tous les ministres de l'Éducation nationale, quels qu'ils soient. Pour vous ça dire, c'est un bon début. Non, mais parce que c'est un ministère, je crois que c'est le premier budget de l'État, vous me confirmez, ouais. C'est le plus lourd en termes d'effectifs. À l'époque, quand j'étais jeune journaliste, c'était le deuxième employeur après l'Armée rouge. Donc c'est pour vous dire, il y a une sorte de tradition de gros effectifs, et c'est beaucoup de monde, c'est plus de 6 millions de personnes si on compte les primaires, les collégiens, les lycéens. Donc pour faire bouger ce paquebot, c'est quand même très difficile. Et je dois dire que... Le mammouth, c'est ce qu'avait dit un ministre. Oui, c'est ce qu'avait dit un ministre. Alors, à moins de faire comme un ministre qui avait quasiment en annexe le bureau de la présidente du SNES, du syndicat des enseignants, vous voyez de qui je veux parler. Et ça commence par François, ça finit par B, donc, et qui avait à l'époque une grande proximité avec la présidente du syndicat. D'ailleurs, il apparaît, je ne sais pas si c'est dans notre sondage ou dans un autre, où il apparaît comme un bon ministre de l'Éducation. Donc ça veut dire... Un co-gestionnaire. Voilà. Il faut, alors, moi, pourquoi cette sensation de frustration? Je m'adresse à vous, Madame la Ministre. Pourquoi cette sensation de frustration systématiquement quand on parle éducation? Vous l'avez dit, parce qu'il y a des gens qui décrochent, il y a des gens qui sortent du système, il y a des gens qui sortent même de l'emploi, des études, des stages, des radars. Les NEET. Oui, les NEET, les fameux. Et puis 90 000, 100 000 jeunes qui sortent du système. Cette sensation de frustration, malgré, parce que vous avez fait des efforts, vous avez fait des choix, comme la suppression des classes européennes ou bilingues, comme avec un choix fort de remonter la deuxième langue un peu plus haut, et la diversité, c'était des choix. Mais pourquoi, vous qui étiez soutenu par les syndicats, par l'ensemble des syndicats quand vous êtes arrivés, ils ont peu à peu décroché, finalement, en disant... les syndicats décrocheurs, d'ailleurs, pour faire un jeu de mots. Pourquoi cette sensation? Parce que, me semble-t-il, les efforts consentis sont rarement observés sur le terrain. Je prends un exemple des effectifs. Par exemple, je décide de faire... Vous aviez annoncé 80 000, c'est ça, personnel en plus? 60 000. 60 000. C'est un peu moins, vous voyez, je vous voyais beaucoup plus généreuse que ça. Entre la désaffection du métier, la démographie qui augmente et qui percute aussi les effectifs, alors j'imagine que vous l'aviez peut-être anticipé, des choses aussi simples que la formation des enseignants qui fait qu'ils ne sont pas là et il faut les remplacer par ceux qui arrivent. Pourquoi cette sensation permanente, pour vous comme pour les autres, selon vous, Najat Vallaud-Belkacem?
Alors, je ne sais pas s'il faut mettre tous les ministres dans le même sac. Il ne vous a pas mis dans le même sac, vous avez vu? Non, mais parce qu'il me dit pourquoi cette sensation permanente de frustration. Donc, regardez, ce que je veux dire vous par l'avez là... dit un peu avec Blanquer. Oui, pour lui aussi, vous voulez dire ça. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je m'en tiens, moi, au sentiment de frustration que j'ai pu éprouver, donc peut-être que tous ne l'ont pas ressenti comme ça. Et les gens sur le terrain également, et les parents, c'est cette sensation de frustration. Ouais. Parce que c'est un syndicaliste. En fait, cette phrase, il faut laisser répondre, Gilles C'est un Bertrand. syndicaliste qui m'a inspiré, il m'a dit on ne voit pas les choses venir. Ouais. Moi, je vous répondrai que de manière générale, puisque depuis tout à l'heure, on parle de l'école dans la société, un débat sociétal. Je vous dirais que le problème, c'est que, en fait, ce sujet absolument fondamental, la façon dont il est traité, on en parle, on l'éclaire, en fait, ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'en fait, il y a des privilèges acquis de la part de certains qui refusent de partager, d'ouvrir plus grand les portes de l'école et de la réussite éducative. Ça, c'est une évidence. J'espère que tout le monde l'a en tête. Sinon, alors là, il faut tout recommencer à zéro. De qui vous parlez, par exemple? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une réforme vers plus d'égalité de réussite éducative, englobant plus tous les élèves et n'ayant pas un système à double vitesse, on se confronte à toutes les résistances possibles. À l'époque de Vincent Payon, c'était les professeurs agrégés des classes prépa. À mon époque, vous avez cité par exemple la disparition des classes européennes, des classes bilingues, mais pas du tout. C'était en fait l'idée, c'était plutôt que de réserver la possibilité d'apprendre 2 langues à 20% d'élèves qui généralement étaient déjà les mieux lotis, c'était de l'élargir à tous les élèves. Mais voyez comment médiatiquement les choses sont présentées. Donc, mais juste pour finir là-dessus, on peut avoir une opinion sur le fait que les classes pouvaient rester et développer également les langues auprès du plus grand nombre. Sauf qu'à un moment donné, mais vous avez des moyens financiers qui sont quand même limités. Pas extensibles. Donc, qui ne sont pas extensibles. Déjà, les gens trouvent qu'on dépense beaucoup d'argent dans l'éducation. Donc, la question, c'est comment cet argent est dépensé aujourd'hui? On dépense beaucoup plus d'argent aujourd'hui dans l'éducation sur les classes sociales les plus aisées que sur les autres. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est très, très clair. Le fait d'envoyer les professeurs les plus jeunes et les plus inexpérimentés dans les territoires, genre la Seine-Saint-Denis, c'est ceux que vous payez le moins, c'est ceux qui ont le moins d'expérience, alors que c'est les élèves qui auraient le besoin le plus d'accompagnement. Pourquoi ça n'a pas été fait, justement? Donc, en fait, c'est tout ce contre quoi on s'est battu et qu'on a essayé de renverser. Et à certains égards, on a vraiment renversé la vapeur. Mais je voudrais juste finir parce que, en fait, c'est un jugement général que je voudrais porter. La frustration, elle vient du fait que quand on parle de l'école, le récit de l'école, l'histoire de l'école est fait par les vainqueurs de l'école, comme le récit des guerres, qui n'est jamais fait par les défaits des guerres, par les battus. L'histoire de l'école, les tribunes, les gens qui s'expriment, ceux qui ont voix au chapitre, qui vous disent « Oh là là, mais c'est la fin de la civilisation si vous touchez à telle chose, tel programme de mathématiques ou d'histoire », ce sont des gens qui, non seulement vous parlent d'une école qui date d'il y a bien longtemps, je le disais tout à l'heure, mais surtout qui ont réussi à l'école, pour lesquels l'école a été successful, vraiment synonyme de « ça marche », élite. Mais les gens qui ont décroché, les gens pour lesquels ça n'a pas marché, les gens avec lesquels le rapport au professeur, ça n'était pas tout à fait ça, donc il faudrait peut-être revoir la façon dont les professeurs fonctionnent, les familles qui sont complètement perdues sans les codes, etc. Mais ces gens-là n'ont pas voix au chapitre dans le débat éducatif. Donc en fait, la frustration, elle vient de là, quand on est un ministre qui cherche à faire bouger les choses, et c'est pour ça que je vous disais, pardon, mais moi je ne mets pas tous les ministres de l'éducation dans le même sac. Vraiment, l'expérience me fait dire que tous les ministres ne cherchent pas à faire bouger les choses vers plus d'égalité de réussite éducative. Enfin, franchement, eh bien, quand on cherche à faire bouger les choses, la grosse frustration, c'est qu'on a l'impression d'être en train d'agir, que contrairement à ce qu'a dit un jour Claude Allègre, le sujet n'est pas le mammouth éducatif, parce que l'administration de l'éducation et les professeurs, en fait, sont très agile, en vérité. L'administration qui est capable quand même de vous préparer toutes les années la rentrée scolaire, de faire je ne sais combien de réformes, en fait, elle est super agile. Il manque peut-être un DRH. Le vrai sujet, peut-être, mais le vrai sujet, c'est comment est-ce que des acteurs externes au ministère de l'Éducation nationale viennent porter un regard qui parfois n'est pas suffisamment éclairé ou bien intentionné et brouiller la perception qu'en a ensuite l'opinion publique. La gestion du ministère de l'Éducation nationale, vous le savez mieux que moi, elle est top-down, elle descend. D'ailleurs, les directeurs concrètement des écoles se plaignent de recevoir des directives, des injonctions contradictoires parfois, en retard. La gestion est compliquée. Je voudrais poser une question qui me semble essentielle, parce que pour aller à Centrale Supélec, pour agir dans les nouvelles technologies, pour aller à l'université, il y a un grand absent de ce débat, mais parce qu'on ne peut pas adresser tous les sujets, c'est l'orientation. Et le passage de l'école à Centrale Supélec à l'université, c'est évidemment le mode d'emploi. Et là,
On a baladé les conseillers d'orientation C'est quoi la clé, d'un statut quoi? à un autre. On n'a pas donné, on a donné une belle télé comme celle-là, sans donner le mode d'emploi pour avoir toutes les chaînes. C'est quand même assez incroyable. Et pourquoi, alors là aussi je me retourne avec votre expérience, pourquoi ce sujet de l'orientation n'a jamais été réglé, en tout cas de manière différente. On voit bien que les conseillers d'orientation, ça ne marche pas. C'est une fonction qui est dégradée dans le regard des élèves, dégradée dans le regard des familles, manque de disponibilité. On avait 4 ou 5 000 à peu près conseillers d'orientation, de par souvenir. On voulait les changer des statuts, on voulait les balader d'une fonction à une autre, d'une administration à une autre. Bref, c'est quand même le cœur de la machine, parce que c'est ça qui conduira les étudiants, qui évitera l'autocensure, qui permettra d'avoir des étoiles dans les yeux quand on parle à grandes écoles ou une filière artistique, peu importe, ou sociologie dont vous parlez. Pourquoi ce sujet reste complètement absent, et absent y compris chez les professionnels de l'éducation eux-mêmes? Sujet et dernière réponse. Oui, d'accord, mais du coup, ça permet aussi de rebondir sur votre première question, parce Oui. que vous évoquiez le rôle des syndicats tout à l'heure et tout ça, et il ne faut pas non plus occulter qu'en effet, il y a une forme de lourdeur parfois qui peut conduire jusqu'à la cogestion que vous évoquiez tout à l'heure pour avoir la paix. Mais parfois, en effet, la discussion avec certains syndicats en particulier s'avère difficile parce qu'il y a une forme de manque de pragmatisme. Par exemple, sur cette question de l'ouverture des élèves au monde professionnel, moi je fais partie de ceux qui disent mais évidemment qu'il faut que les élèves s'ouvrent au monde professionnel, et évidemment que c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'association 100 000 entrepreneurs, je prends ça au hasard, que cette association envoie des chefs d'entreprise dans les classes pour que les chefs d'entreprise racontent, donnent envie, etc., que de compter sur un seul conseiller d'orientation, voire un professeur qui potentiellement n'a jamais travaillé ailleurs de l'établissement scolaire pour raconter le monde du travail. Donc moi, et d'ailleurs, dans les réformes qu'on a faites, le parcours d'orientation, au lieu d'attendre le stage de 3e, le fameux stage de 3e, désormais, c'est dès la classe de 6e qu'on s'ouvre avec des visites régulières d'entreprise, avec la venue, le fait de venir dans l'établissement, de faire venir des gens du monde du secteur privé, etc., etc. Mais j'insiste là-dessus, là pour le coup, par qui est brouillé le débat, peut-être moins par l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, que par l'intérieur, du côté, pour le coup, d'un certain nombre de syndicats. Conseiller d'orientation psychologue, on a médicalisé ce métier alors qu'il fallait simplement d'avoir une fonction pédagogique, et c'était plus un prof qui coach les élèves qu'un psychologue dont les étudiants et les élèves ont besoin. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Gilbert Azoulay, merci d'être venu comme ça nous éclairer, aiguillonner, parce que vous êtes un spécialiste de ces questions. News Tank, et ça c'est le site, et puis le supplément étudiant. Parisien étudiant qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Qui sort aujourd'hui? Bah oui, il y en a. Bah alors vous n'êtes pas venu avec un petit... Bah oui, mais je manque à tous mes devoirs. Il est en kiosque. On l'a bouclé depuis quelques jours, donc c'est pour ça que... Supplément étudiant dont vous êtes le rédacteur en chef. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. C'est un sujet passionnant, très riche et très large, évidemment. Comme vous dites, on ne peut pas évidemment traiter l'ensemble des sujets. Merci à vous, Najat Vallaud-Belkacem, d'être venu nous éclairer avec ce point de vue finalement un peu décentré. Vous faites un pas de côté sur ces sujets, c'est passionnant. Merci à Laure Salvin, Kantar France, directrice Kantar Public France. Kantar Public. Mais vous voyez, j'oublie toujours public. Oui, merci évidemment à Robin Soubeyran et ses étudiants ingénieurs avec l'éloquence en bandoulière. Et le codage. Et le codage. Évidemment, ça c'est important. Et Frédéric Fauchère, merci d'être venu, directeur de la division B2B Mobilité chez Samsung, et Romain Soubeyran, directeur général de Centrale Sup Elec. Merci à vous qui étiez devant vos écrans, merci à vous qui étiez dans la salle, merci à vous Gilbert. Et puis on se retrouve le mois prochain, on parlera de mondialisation. Évidemment, on ouvrira le sujet à l'aune de cette crise ukrainienne, parce que, vous l'avez remarqué, les sujets de mondialisation sont un peu remis en question. Gaz, matières premières, blé, tous ces sujets sont sur la table, évidemment. Est-ce qu'il faut réindustrialiser, remettre nos usines ici en France? C'est une question qui est posée. On en parlera avec nos invités. Merci à vous. Merci au Studio Victoire et à toutes les équipes techniques qui fabriquent cette émission. Et puis, je vous dis au mois prochain. Défi 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Chaque mois, un débat et un sondage exclusif pour décrypter les thèmes de la campagne présidentielle 2022. Ce mois-ci, nous parlons de la mondialisation entre citoyens et consommateurs. Sommes-nous capables de relocaliser nos productions ici en France? Sommes-nous irrémédiablement liés à la Chine? Nous en parlerons, nous en débattrons dans Défi 2022.